Salut Audrey-Anne! Et bienvenue au podcast Filles de papier! Aujourd'hui, je trouve que notre concept est vraiment ironique. Parce que dans les épisodes précédents, on a quand même stipulé plusieurs fois qu'on était deux poules mouillées. À plusieurs reprises. C'est vrai que ça nous décrit bien, oui. Et là, aujourd'hui, on y va avec un thème qui est un peu un intérêt chouchou qu'on a ensemble, et c'est le true crime. J'adore! Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on va se faire peur un peu, j'imagine, mais on est là pour une jasette plus que des recommandations, et on va aussi se prêter au jeu. Donc, on a envie de jaser de titres peut-être qu'on a en tête. On va même y aller aussi plus large avec un petit segment documentaire, true crime et podcast. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une discussion entre amis. Une discussion entre amis où est-ce que j'ai même l'impression que c'est comme la passion commune là, qui va venir nous rallier à notre point de conversation. On espère qu'il y a des fans aussi de true crime parce que sinon, ça serait triste. Mais je pense que c'est une passion répandue. Ouais. C'est un peu bizarre quand on y pense. Oui, mais en même temps, je pense que c'est notre curiosité qui gagne là-dedans. C'est parce que notre quotidien est comme trop tranquille. C'est ça, fait qu'on a besoin de venir se donner une petite frousse. Incroyable! Mais moi, je suis vraiment prête. J'avais hâte de tourner cet épisode. Fait que là, ben, j'ai l'impression qu'on va être vraiment servi. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait commencer le programme avec une collection. Oui. Qui est de plus en plus connue, qui est chez les éditions 10-18. Donc, c'est tout simplement la collection True Crime, qui est, je pense, si je me trompe pas, en partenariat avec un journal qui s'appelle Society. Oui, exact. Et c'est différents journalistes, en fait, qui vont écrire des récits à propos de True Crime. Ça peut être des disparitions, des meurtres, c'est quand même assez large. Oui. Des fois, ce sont des crimes qui sont résolus, d'autres fois non. Et c'est une collection qui est apparue début 2023. Ça se peut, j'ai même pas regardé. Oui, parce que je pense que celui qu'on a lu, l'affaire du Golden State Killer, c'était le premier de la collection. Puis il est sorti l'année passée. Ben, tu me l'apprends. OK, mais je sais que c'est un journal, on va dire, éditorial français, parce que il me semble que la majorité des journalistes qui ont fait les rapports d'enquête sont français, donc ce n'est pas une traduction concernant la collection, là, je sais pas si je me trompe. J'ai pas la science infuse, mais j'irai avec ce que tu viens de dire. Oui, on a le même cue là-dessus, ok. Mais là, tu me l'apprends. Je pensais que ça datait quand même d'avant la pandémie, fait que peut-être plus 2018-2019. Ah, ben là, on est vraiment d'actualité! Yeah! OK! Puis souvent, ils les sortent un peu par duo ou par trio. Ça a été sûr, en tout cas, au début. Puis là, j'ai l'impression qu'ils ajoutent des tombes tranquillement au compte-gouttes. Ouais. Et là, on est rendu au 7e. J'ai regardé ça tantôt. OK, non, mais là, j'étais pas au courant. Finalement, on m'en apprend. Yeah! C'est bon! Qui va sortir, ben en fait, en France, en Europe, il est déjà sorti à l'heure actuelle. Mais nous, j'imagine qu'au Québec, il va arriver dans quelques semaines, quelques mois. Ouais, quelques mois d'habitude. Là. Et, mon Dieu, j'ai noté le nom. Je voulais te le montrer parce que... Ah, j'adore. J'ai vu ça tantôt, là. OK. Puis il faut dire aussi que ce qui est plaisant avec cette collection-là des 10-18, c'est que, bon, on aura sûrement l'occasion d'en s'en reparler, mais ils sont tellement courts qu'on dirait que tu me dis que c'est 7, mais j'ai l'impression de me dire, OK, je suis à jour dans la mesure où est-ce que je me dis un petit 200 pages par-ci par-là, c'est pas stressant, là. Vraiment. Puis j'ai l'impression qu'ils sont tous comme entre 200 et 300, justement, ça dépasse jamais le 200. J'adore. Oui. Donc le titre que je dois te montrer, c'est celui-là, La disparue de la réserve Blackfeet. Ah, ben là, je connais l'autrice, mais je l'avais même pas vu passer encore, celui-là. C'est parfait. On le mettra quelque part, évidemment, là. Oui. OK. Donc, est-ce qu'on est rendu à se prêter au jeu? Parce qu'aujourd'hui, on veut faire un petit segment le fun, là. Ben fun. On sort de notre zone de confort, où est-ce que, bon, les deux, on consomme des podcasts de true crime. Toi, de façon régulière. Ah oui, quotidienne. Ah, quotidienne? On est là. Je prends ma douche, j'en écoute, je m'en vais dans mon char, j'en écoute, je fais à manger, j'en écoute, ça me suit, c'est mon ombre, le podcast du True Crime. Je suis cette fille un peu étrange, un peu intense. Intense, je sais pas, mais... On aime ça, c'est positif, là. Bon, mais c'est intense, c'est positif. Alors oui, je suis cette personne intense. C'est bon.
Puis moi, j'en consomme pas pantoute, je dois l'avouer. Là. Ouais. J'ai déjà écouté les vidéos YouTube de Victoria Charlton. Oui. Elle a aussi un podcast Over and Out. Oui. Donc j'ai écouté quelques épisodes, c'est Victoria Charlton en studio. Mm-hmm. Mais tu sais, ça va vraiment y aller avec les sujets qui m'intéressent. Tu sais, si j'en vois un sur 50, je suis comme « Ah, celui-là, il m'intéresse, je vais l'écouter de façon sporadique. » Mais c'est pas dans mon quotidien. OK, donc on n'est pas inhabitué. Non. Mais toi, c'est sur autre chose. Moi, c'est les documentaires. Et ça, j'ai vraiment hâte qu'on en reparle parce que moi, à l'inverse, c'est pas quelque chose qu'on dirait que je prends le temps de. Parce qu'on dirait qu'il faut comme que je m'assoie pour le consommer. En tout cas. Mais ça va aussi avec mon type de travail, j'ai l'impression. Moi, je fais une parenthèse, c'est que moi, je peux écouter des émissions quand je travaille parce que c'est ça, c'est plus du niveau créatif. Fait qu'on dirait que je suis capable de me concentrer sur quelque chose. Fait qu'au lieu d'écouter de la musique, ben un petit documentaire de true crime dans le background, là, j'aime bien ça. Ah, jalousie fois 1000. Ah ouais, vraiment, vraiment. Et là, aujourd'hui, c'est qu'on sort de notre zone de confort. On a envie de... En fait, on laisse le podcast littéraire de côté pour comme 20 minutes et on devient un podcast de true crime. Je suis tellement contente! Je suis tellement stressée! Hey, ça va full bien se passer. On s'entend, là, c'est sans prétention, ça vient pas avec les recherches que les personnes qui ont un podcast qui se basent sur le true crime font. On s'entend. Mais on s'est dit que se prêter au jeu allait nous permettre peut-être, ou en tout cas on l'espère, vous donner envie de vous lancer dans la lecture de True Crime. Oui. Puis ben pour nous, ben, en tout cas moi, je trouve ça vraiment satisfaisant de me faire passer pour une podcasteuse qui parle justement de crime. Fait que je me suis dit, ben go, moi je suis bien partante. Ah non, mais c'était tellement une bonne idée. Parce que je trouve aussi que les livres de True Crime, c'est soit un petit plaisir coupable une fois de temps en temps, ou ça peut être super intimidant, je trouve. Oui. Parce que ça se rapproche, tu sais, de l'essai. Ben en fait, c'est de la non-fiction. Puis c'est souvent rempli d'années, de faits, de statistiques. Donc peut-être que si on a envie de relaxer un peu, c'est peut-être pas notre premier choix. Non, effectivement. Mais... il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ouh! Donc, là, on s'était dit que ce petit segment qu'on veut se donner, là, en fait, le droit là, de se prêter au jeu, on le fait... Là, je sais pas si toi, c'était avec une des parutions chez 18 non, ou toi, c'est autre chose. D'accord. Fait que... Toi, est-ce que c'est chez 18? Je te dirais que j'en avais préparé un au cas où, mais c'était pas mon premier choix parce que la gang, on se garde toujours les surprises quand même. Oui. Mais je vais y aller avec mon premier vrai de vrai choix. Vas-y. Tu veux-tu commencer? Oh my god, je suis stressée. Ah ouais? Ok, ben... T'es plus familière avec le concept, fait que... Ok, donc je peux quand même débuter dans la mesure où... Ouais, je pourrais... Oui, on dirait que je réfléchis en même temps, mais oui, je vais commencer parce que de mon côté, c'est un true crime, c'est vrai, mais on sort un peu des sentiers battus dans la mesure où ce n'est pas, mettons, un individu qu'on va suivre qui a commis une série de crimes, de meurtres ou autres, mais l'histoire que j'ai décidé de te présenter, en fait, s'apparente un peu à un groupe qui a été énormément corrompu. Qui a été à ce point corrompu que ça l'a amené une certaine criminalité dans cette ville qui a été vraiment, vraiment difficile à retirer par la suite. Okay. C'est quelque chose qui, selon moi, t'as déjà entendu parler parce que j'en ai vraiment parlé énormément sur mes réseaux. Et c'est un livre que j'ai lu en voyage en me disant que je serais capable de le mettre un peu en in and out, là, fait que m'arrêter, continuer parmi les transports et autres, des vols d'avion, de train et tout. Ouais. Et c'est vraiment, je te dirais, le format idéal pour ça parce que les chapitres sont longs, mais en même temps assez courts pour se dire qu'on peut les arrêter à tout bout de champ tellement que l'histoire nous donne plein de petits détails. Et je pense que c'est l'avantage du true crime. Est-ce que tu es prête? Oui, je pense que j'ai deviné. Mais je te laisse aller. Ben vas-y. Non, présente-le, vas-y. Ok, donc l'histoire que je vais te raconter se base en fait, est en fait un résumé du livre La ville nous appartient de Justin Fenton. Justin Fenton en fait est un journaliste qui a beaucoup basé plusieurs de ses articles sur justement le déroulement des événements que je vais te résumer, qui est à Boston. Donc, on se reporte aux États-Unis dans mon histoire. Et j'ai envie de te dire que tout commence aux alentours de 2000 à 2008 environ, où est-ce qu'on rentre directement dans l'action avec un regroupement de policiers. Okay.
parmi l'une des personnes de ce groupe, je nommerai pas de nom juste pour vous laisser le plaisir, OK? D'en apprendre davantage parce que divulguer certains noms, c'est que là, je dévoilerai certains punchs, puis je veux pas non plus. OK. Donc, on est dans les années 2000 à 2008 et on se retrouve avec un regroupement de policiers qui étaient à la base des volontaires à la ville, à Boston en fait, dans l'une des villes de Boston, où ces volontaires-là, tranquillement pas vite, ont commencé à faire leur nom dans la police et ont commencé à gravir les échelons. Ce qui leur a permis d'acquérir certains titres, soit d'inspecteur, d'enquêteur d'un département relié, par exemple, à la criminalité, oui, mais au domaine des drogues, les crimes violents et autres au sein de la même ville. Et là où est-ce qu'on se rend compte que l'histoire tourne, c'est que le système judiciaire qu'on connaît des États-Unis a malheureusement connu dans le début des années 2000 comme une espèce d'effervescence où est-ce qu'on emprisonnait beaucoup de personnes à tort et à travers, ce qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de, je vais dire entre guillemets, de vrais criminels qui n'ont pas subi de procès parce que les prisons étaient pleines et qui ont été comme relâchés dans la ville ou dans les endroits, les États en fait, sans nécessairement que ce soit une bonne chose, qu'elle soit relâchée. Je vais le dire comme ça. Parce que je pense qu'aux États-Unis, c'est t'es coupable jusqu'à preuve du contraire. Oui, exactement. C'est ça, hein? Okay. Exactement. Puis, malheureusement ou heureusement, c'est qu'il y a beaucoup de ces procès-là qui n'ont pas eu lieu parce que la police n'avait pas procédé aux arrestations de la bonne manière ou n'avait pas respecté leur propre code, ce qui a fait en sorte qu'il y a des procès qui ont été annulés et qui ont profité à beaucoup de personnes dans ces années-là. Et c'est comme je te dis, là, je me ramène à Boston. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un regroupement de policiers qui se sont dit, OK, on n'est pas capable de faire condamner certaines personnes, donc nous allons nous rendre justice nous-mêmes en faisant nos propres enquêtes et en nous assurant que les indices soient laissés aux bons endroits pour incriminer les 10 personnes que nous voulons voir arrêtées. Et à partir de cet événement-là, on se projette en fait dans le passé de tous ces individus-là qui ont commis en fait certains crimes, certaines, une certaine forme de corruption en fait pour justement leur donner raison d'utiliser la force, de leur donner raison après ça d'aller en procès. Mais ce sont, mettons, un regroupement de 5 personnes qui ont vraiment pas été corrects sur ce qu'ils ont fait durant la ville dans les 10, 15, parfois même 20 années, entre les années 80 à aller jusqu'à 2000-2010, comme je te disais. Ce que ça a eu comme impact, et là je vais rentrer un peu plus dans les détails, j'espère que tu es prête, c'est que ces 5 personnes-là sont venues à travailler ensemble, mais chacune de ces 5 personnes-là faisait déjà acte de corruption dans sa division lorsqu'ils étaient séparés dans la police. Okay. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, et c'est là où est-ce que je m'amène un petit peu plus dans mon titre de podcasteuse de True Crime, c'est que nous suivons 5 histoires qui s'embriquent ensemble. Okay. Où est-ce qu'on se rend compte de ces injustices-là de manière vraiment très détaillée à un point où est-ce que, mettons dans mon système de valeurs, mais c'est vraiment venu comme me percuter. Fait que je te donne des exemples, juste pour pas divulgacher non plus le tout. On peut penser à du trafic de drogue que des policiers ont fait eux-mêmes pour essayer de venir commettre les criminels comme de quoi que « Ah, mais je t'ai vu le faire », mais ces policiers-là le faisaient aussi à des moments comme vraiment fréquents. Il y a eu des trafics de preuves aussi, donc pendant qu'ils faisaient des arrestations, il y a des policiers qui amenaient des objets de d'autres scènes de crime, qui les cachaient par exemple dans les voitures, dans les appartements, qui le cachaient aussi à même la fouille sur une personne, où est-ce qu'ils sortaient finalement certains objets que cette personne n'avait pas du tout sur elle, mais que ça le mettait dans la baraque, évidemment. Il y a eu énormément de profilage racial, donc il y a beaucoup de policiers à Boston durant les années 2000 qui se mettaient dans des quartiers chauds, volontairement, puis ils arrêtaient toute personne qui ne leur semblait pas, on va dire,
comment je pourrais bien dire ça, qui ne leur semblait pas... Qui semblait louche. Ouais, mais c'est parce qu'au-delà de louche, c'est juste, tu sais, du moment où est-ce que malheureusement t'étais d'une autre couleur que celle... Vraiment, là, tu sais, on dirait que j'essayais de trouver comment le dire sans comme... Ouais. C'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que ça s'est passé énormément beaucoup. Donc, il y avait énormément d'arrestations qui duraient sur un 48 heures où est-ce qu'après ça, les policiers en profitaient pour aller commettre des vols chez les personnes qui étaient arrêtées pour essayer justement de monter une histoire qui pouvait les mener, eux, à une arrestation. On a eu aussi beaucoup d'achats au niveau du silence. Donc, il y a certains policiers qui ont été capables de profiter de la situation vulnérable de certaines personnes pauvres à Boston pour dire, ben écoute, moi, ce que j'ai besoin, c'est de la personne qui est en haut de toi. Fait que, est-ce que tu acceptes que moi, je vole de la drogue de personnes que j'ai arrêtées pour que tu puisses en faire la revente pour espérer, justement, arrêter la personne qui est en haut de ta tête? Et la majorité des personnes répondaient oui parce qu'ils n'avaient pas le choix. Puis, on a aussi des personnes qui en ont profité pour s'enrichir aussi sur le dos des criminels. Donc, on a eu accès à plusieurs témoignages de personnes qui racontaient que tu pouvais dépenser 1000 $, puis la police allait fermer les yeux, prendre les preuves qu'elles avaient contre toi et les mettre sur la personne de ton choix. Quand même, là! Oh, ok. Fait que là, c'est complètement le système de moralité qui revirait à l'envers. Parce que Absolument. si je fais X ou Y acte, mais que c'est dans un but de justice, c'est comme si ça excusait tout au final. Absolument. Et je te dirais que là où est-ce qu'on se rend compte que la ville nous appartient prend tout son sens, c'est que ces 5 policiers-là, entre autres, ont même, on va dire, partagé une partie de leur pouvoir avec certains procureurs de la défense, mais aussi de la couronne, ce qui faisait en sorte qu'il y avait vraiment beaucoup de, je vais dire, de complots, entre guillemets, arrangés. Mm-hmm. Donc, c'était aussi possible pour les procureurs de la défense de savoir, par exemple, sur quel cas vraiment ils devaient se pencher pour justement faire, on va dire, mousser leur carrière. Mais à l'inverse, il y avait certains procureurs de la couronne, donc ceux qui protégeaient l'État, ou du moins qui devaient comme parler au nom de l'État, qui étaient aussi au courant de certaines magouilles et qui en ont aussi bénéficié pour justement s'assurer d'être dans des grosses gagnantes parce qu'ils savaient qu'à ce moment-là, ben, la police avait mis telle chose. Donc, il y avait vraiment une espèce de loi de l'omerta où est-ce que chacun pouvait gagner de ce silence-là. Et c'est ahurissant de savoir le nombre de personnes, et là c'est pour ça que je veux comme pas tout divulguer, mais le nombre de personnes qui s'est fait arrêter, pincer, qui ont été jugées même coupables au sein de la ville à la suite de tout ce qui a été sorti dans les médias au fil des ans, là, c'est phénoménal. On dirait que ce qui me choque le plus, c'est de me dire que ces policiers-là, justement, ont utilisé leur rôle, ont utilisé leur pouvoir pour parvenir à leur fin. Puis j'imagine que parfois, ils ont sûrement pincé des vrais coupables, mais je me dis quelqu'un que c'est seulement ta perception, que tu penses que c'est lui le coupable, puis que tu fais tout en ton pouvoir pour qu'il se fasse pincer, mais finalement, c'était peut-être pas lui, tu sais. Puis là, il se fait faire une fouille, puis tout d'un coup, il y a des affaires dans ses poches, mais il est comme, hey, mais je suis monté en bateau là, de A à Z. Vraiment, puis on dirait que comme dans l'histoire, où est-ce que comme, tu sais, là, je te le raconte, oui, sous forme d'un podcast, mais je veux dire, dans l'histoire, on a vraiment l'impression d'être l'un de ces agents-là qu'on suit au fur et à mesure que tout se passe autour de soi parce que c'est comme plein de combinaisons de témoignages qu'on vient comme à entendre, j'ai comme l'impression de dire entre guillemets, là. Mais en fait, c'est que tout ce que tu entends puis tout ce que tu vois, c'est que tu dis, mais c'est parce que c'est pas juste une personne. C'est que là, tu arrives, par exemple, dans un département de la police où est-ce que finalement, mais toi, tu as peut-être vraiment bien fait ton travail depuis des années. Et là, tu arrives dans un nouveau corps policier où est-ce que c'est vraiment autre chose. Puis c'est soit tu suis ou c'est soit tu es posté ailleurs. Donc, il y a comme une espèce, même au sein même du récit, une espèce de conflit de valeurs où est-ce que tu es là, mais qu'est-ce qui se passe? Puis de quelle manière moi, je peux en profiter? Mais il faut que je protège ma famille, j'ai aussi ma famille à nourrir. La ville est dangereuse parce que, bon, dans les années 2000, il faut dire qu'à Boston, c'était vraiment dangereux. Il y avait un haut taux de criminalité, il y avait des tueries tous les jours. C'était considéré comme l'un des États les plus dangereux au début des années 2000 d'y rester. C'est là où est-ce que la strate sociale était aussi la plus haute. Donc, entre les riches et les pauvres, c'était vraiment très marqué. Donc, il y avait comme une espèce de cercle vicieux qui faisait en sorte que tout était propice au crime. Puis, c'est plate. Tu sais, d'un côté, je comprends les policiers où est-ce que tout ce que tu fais n'est pas suffisant. Mais en même temps, je comprends mal le fait que tu puisses te dire ben, que vu qu'il n'y a rien qui est suffisant,
ben que ça te donne le droit de comme poursuivre un peu l'espèce de chaos qui règne au sein même de ta municipalité. C'est spécial. Puis que ces 5 personnes-là aussi se soient trouvées, puis qu'ils aient décidé de passer à l'action, on dirait, je trouve ça puis là, spécial aussi. J'en nomme 5 dans l'optique où est-ce que je veux laisser... Ah, ok. Je veux laisser, c'est ça, de la chair autour de l'os sur ce qui peut être découvert, parce qu'on parle quand même d'un roman de plus de 600 pages, fait qu'il y a vraiment beaucoup de recherches qui se sont faites autour de ça. Mais comme... C'est ça, fait qu'on dirait que je pouvais comme pas te parler d'une histoire d'un tueur en série avec, c'est ça, là, tout ce qui vient autour, mais pour un bon true crime, où est-ce qu'on a envie d'être choqué, captivé, un peu au bout de sa chaise, ben sur le bord de sa chaise, et de se dire comme, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça peut pas être pire que ce que c'est là, mais la réponse est oui, et c'est vrai, c'est oui, ça. C'est exactement ce que je dis, et ça s'est passé pour de vrai. Ah, c'est ça t'allais dire? Oui, c'est ça! tu comptes mes mots, mais c'est parfait. Ils font ça dans le vrai podcast de True Crime, ça va? Tu me l'apprends. Ben, c'est ça, mais je veux dire, au final, ce que j'en retiens, puis encore là, c'est pas une divulgation dans ce que je vais dire, moi je le vois vraiment comme le portrait large de La ville nous appartient, mais ce qui est vraiment venu brasser le corps policier, c'est qu'ils ont perdu l'un des leurs par leur faute. Et ils ont essayé de cacher les preuves reliées au fait que l'un des leurs est décédé sur une scène où est-ce qu'il n'y avait pas d'affaire à être là. Et tout a commencé à débouler à partir de là. Donc Justin Fenton, quand il revient sur les événements, c'est ça. C'est vraiment cet élément-là qui a fait en sorte que les gens ont commencé à se poser des questions. Puis c'était connu que comme il allait avoir des actes qui allaient essayer de camoufler ce qu'eux ils faisaient en à côté, parce que le policier qui était sur place n'avait pas d'affaires là, il est décédé là. Bref, c'est incroyable. Le point tournant, ça a été ça. Oui, exactement. Et je te dirais que ce que je te dis là, ben, comme je te dis, je vais te laisser quand même une espèce de petite surprise pour la fin, mais ça fait pas longtemps que les procès sur ce qui s'est passé sont clos, terminés là. Puis est-ce qu'on a ça dans le livre? On a ça dans le livre. On a ça dans le livre. On a ça dans le livre, oui. Très intéressant, ça. Vraiment intéressant, parce que tu te dis, mais c'est incroyable comment que le système pénal, le système de justice est lourd si on se dit que ça s'est terminé beaucoup plus tard que 20 d'années. Ben, c'est ça. Je te laisse découvrir, mais c'est incroyable. Parce qu'on dirait que l'ingrédient commun de tous les livres de True Crime, c'est le système de justice corrompu. Oui. Mais là, on dirait que j'ai jamais entendu une histoire où c'était aussi extrême. C'est fou. C'est fou. Honnêtement, c'est à un point où est-ce que... Pas que ça remet tout en cause, mais tu te questionnes. Tu te questionnes sur de quelle manière qu'on outille nos policiers, puis de quelle manière qu'on les incite à intervenir. Dans le temps où est-ce que, bon, tout ça s'est passé, il y avait aussi un principe de statistique qui pouvait te faire gagner des échelons, qui pouvait augmenter ton salaire. Donc, cette espèce de bonus-là sur le nombre d'arrestations que tu pouvais faire, si tu as déjà de la difficulté à parvenir à faire vivre ta famille... C'était pas juste un sens de la justice qui était déséquilibré, là. C'était vraiment l'appât du gain aussi. Vraiment, là, c'était très conflictuel, tu sais, c'est comme si c'était un peu un aide à la vente, de dire, ben écoute, en plus de faire des arrestations, ben t'as comme un espèce de petit nanan intéressant au bout qui peut s'équivaloir en milliers de dollars, donc t'as tout intérêt à les faire, ces arrestations. Puis finalement, à un moment donné, tu vois que ça. Tu vois plus les conséquences. Ben voilà. Donc, honnêtement, c'est je te dirais, ce que je voulais te présenter, ça ressemblait à ça dans la mesure où est-ce que je veux pas divulguer comme les petits détails qui viennent garder le mystère vraiment à l'histoire, là. Parce que, bon, comme je te dis, ça s'échelonne énormément dans le temps vu que c'est vraiment un réseau et non un meurtrier qui fait son réseautage de crimes. Mais voilà. Mais ça en est un bon, je trouve, qui avait l'air pas inaccessible, mais tu sais, je savais que tu l'avais adoré. Mais moi, je le regardais et j'étais comme, je sais pas si je m'embarque là-dedans. Ça me semblait lourd niveau judiciaire, justement, niveau enquête, parce que, comme tu dis, on ne suit pas qu'une personne, c'est vraiment un entrelacement de plein de choses. Vraiment. Puis souvent, j'ai l'impression que je me perds dans les true crime. Là, je me disais, mon Dieu, c'est peut-être pas un livre pour moi, mais là, je suis convaincue. Mais pour vrai, j'avais le même, je vais dire, état d'esprit dans la mesure où est-ce que je m'étais dit en voyage, je vais lire comme... Ah, c'est vrai. Tu sais, vraiment tranquille, puis ça sera ce que ce sera, mais je veux dire, c'est tellement bien amené, puis c'est tellement
c'est tellement là, des fins renards, hyper rusés, ces personnes-là, que ça me donne froid dans le dos. Je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait que tu fais un peu fi de tous ces détails-là, on va dire, de statistiques et tout. Ou est-ce que tu dis, mais voyons, au final, je peux pas croire que ça représentait, là, je dis n'importe quoi, mais que c'était 70% de la population qui avait déjà été emprisonnée à Boston dans ces années-là. Tu sais, t'es là comme, mais voyons donc. C'est fou. Puis là, ben, on part de cette statistique-là pour te dire, OK, mais c'est parce qu'il s'est passé telle affaire. Puis là, mais t'as accès à comme toute cette partie-là de l'histoire, puis t'es là, ah non, mais je peux pas croire que c'est à cause de ça, finalement, que des gens étaient emprisonnés. Tu sais, ça a du non-sens. Bref, c'est vraiment pertinent. Mais moi, des personnes comme ça, comme ces 5 policiers-là, ça me fait pratiquement plus peur qu'un tueur en série, parce que je me dis, tu sais, ils sont pas fous alliés, là. Ils sont juste vraiment désaxés par rapport à la vie, tu sais. Puis je me dis, tu sais, eux, ils vivent leur quotidien, là. Puis à un moment donné, il y a ça qui arrive parce qu'on leur donne un peu de pouvoir. Puis juste la notion de hiérarchie puis de pouvoir puis de justice. Vraiment, puis je veux dire, ils représentent un système de valeurs. Oui, c'est à eux seuls, en fait, là. C'est aberrant de savoir que... Puis là, je me mets dans la peau des personnes qui se faisaient arrêter, là, mais tu te fais arrêter sans raison, mais tu peux rien dire parce que c'est pas toi qui détiens le pouvoir, puis t'as juste peur qu'on te sorte des faits cachés que toi-même, tu sais que t'as jamais fait de ta vie, puis t'es là, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? En tout cas, c'est bon. Cette histoire-là, elle me hante encore aujourd'hui, ou est-ce que je me dis comme j'ai envie de le relire? C'est vraiment bon. À ce point, OK. Ah, vraiment, là. Très, très bon. Ben là, je suis vendue. Ah, yes! J'aime ça, dans ce temps-là. Ah, mais là, t'étais trop bonne, là, la podcasteuse ben, écoute, j'en ai écouté quand même quelques-uns. Non, mais honnêtement, c'est loin du podcast qu'on peut écouter, dans le sens que je sais que c'est plus théorique ce que je viens de dire, c'est moins dans l'action, mais... pour laisser un peu le plaisir du suspense de découvrir ces individus-là qui sont, ma foi, le diable incarné, ben comme là, on a comme tout en main pour se dire, ben va creuser l'histoire, c'est un rabbit hole, là. C'est sans arrêt, tu pourras aller plus loin. Oh, ça c'est fou. Quand ça se met à débouler, là, voilà. Tu vois pas la fin, là. Ah, voilà. Hey, là, moi, je suis stressée, la gang. Tellement bien se passer. Regarde, ça va bien aller, je suis prête. Et moi, je me suis dit, je vais y aller avec un tueur en série, ça va être plus facile. Là. Mais c'est parfait. Moi, c'est ça que je voulais, là. Ah, c'est ça que tu voulais? Ah oui, là. OK. Et aujourd'hui, je vais te parler du Zodiac Killer, donc le tueur du Zodiac. Et moi, je t'ai construit ça comme des fiches. Parce que là, je me suis dit, si j'y vais dans une grande ligne directrice, je vais me perdre, là. C'est sûr et certain. Là. Fait que j'ai fait des fiches. Cindy, elle est merveilleuse, tellement organisée. Tout est comme bien placé. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Donc, on va débuter avec une mise en contexte. Ouf, vas-y. Donc, on est dans la fin des années 60, donc plus précisément en 1969. Et... je vais te laisser deviner dans quel état on se trouve, parce que c'est l'état qui a abrité le plus de tueurs en série des États-Unis. Est-ce que c'est l'Alaska? Non. Ça aurait pu, par exemple. On dirait que dans ma tête, c'est l'Alaska. Il était pas loin, il était dans le top, mais c'est pas le numéro 1. Attends un peu. Détroit? Non. Bon, je sais pas. C'est la Californie. Qui a connu le plus de tueurs? Oui. On dirait que dans ma tête, ça faisait partie des derniers états. Puis moi qui en écoute au quotidien, j'avais jamais fait de relation entre tout ça. Ben sûrement que toi, t'entends souvent parler de San Francisco. Même pas, je pense. Qui est une ville de la Californie, dans le fond. Je vais hocher la tête, mais j'en ai vraiment... On hoche la tête, oui. C'est ça, oui. Je peux même t'en nommer quelques-uns. Donc, Charles Manson. Ah ben oui. Sinon, il y a Richard Ramirez qui est le Night Stalker. Il fait peur. Lui, il fait peur. Hein? Oui, c'est ça. On a le même visuel en tête. Oui. Ah non, mais je savais pas que lui, c'était dans ce coin-là. Oui. OK. Sinon, il y a notre Golden State Killer. Qui est aussi à San Francisco. Ah, la frousse totale. La frousse, le stalker lui aussi. Sinon, je sais pas si ça dit quelque chose, William Bonin, c'est le Freeway Killer. Donc, il laissait ses victimes sur l'autoroute. Non, ça me dit rien. Non, il est un peu moins connu celui-là, mais sinon, il y a aussi Dorothée Puente, qui est la Land Lady Killer. Ça, il y a un documentaire sur Netflix qui vient de sortir. C'est une dame qui était un peu âgée, je dirais peut-être 60 ans. Et dans le fond, elle avait une maison et elle louait des chambres dans son sous-sol. Mais les gens sortaient jamais de là. Non, mais j'ai des frissons. Puis elle les enterrait dans son jardin. Impossible. Je te jure. Pour vrai, Cindy, t'es ma prochaine podcasteuse préférée de True Crime.
J'adore! J'ai pris ma job au sérieux! Eh ben, je suis sur le bout de ma chaise! Non, je connaissais pas. Hey, non, mais ça fait peur. On dirait que des madames tueuses en série, je sais pas si c'est moi, là. Mais c'est parce qu'on les associe à la gentillesse, la douceur. Ben, la personne proche de sa retraite, là. Oh, non, la mamie, tu sais. Oui, ah non, 60 ans, peut-être pas mamie, mais assez fine pour me dire que, comme, t'es pas prête à tuer. Ah non. Oui. Vas-y. Mais là, ça sera une autre histoire de bord. Ouais. Mais je pense pas qu'il y ait de livre, par exemple, sur ce Ça me donne envie de l'écouter quand même, ce documentaire. C'est ça. Et ce qui fait, en fait, que la Californie, c'est l'État qui a abrité le plus de tueurs en série, c'est que le taux de criminalité était très haut, mais la densité de la population était très haute aussi. Ouais, donc, beaucoup de personnes égale beaucoup plus de chances qu'ils soient tous à cet endroit-là. C'est logique quand même. Ça fait du sens, oui, ça. Vraiment. Donc, ensuite, je passe au modus operandi. Hey, non, mais gang, là. Sérieux, je m'écouterais moi-même dans les oreilles pour pouvoir t'entendre. Vas-y. J'adore. Et lui, en fait, c'était vraiment spécial, je dirais, de la façon qu'il tuait ses victimes. Parce qu'en fait, il ne stalkait pas, il n'entrait pas par effraction, il n'agressait pas, il ne violait pas, il ne volait pas non plus, mais il faisait ça vraiment rapidement. Souvent, on entend dire que les tueurs prenaient plaisir à tuer leurs victimes, mais lui, il avait vraiment hâte que ça soit fini. Là. Il arrivait, c'était soit au couteau, soit au fusil, le plus rapidement possible, et partait. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Ah, c'est quand même effrayant. C'est quand même effrayant. Oui. Donc, ce qu'on peut aussi en retirer de ça, c'est que c'était pas nécessairement le moment qu'il vivait, mais plus dans la quantité de victimes faites au fil du temps. Et ça, on retient cette information. J'ai peur. Vas-y. Donc, ça, c'était son modus operandi. Et ça, en fait, ses cibles de prédilection, c'était les jeunes couples d'amoureux, souvent proches de la vingtaine. Et la raison, c'est qu'on se rappelle qu'on est en 1960, là, dans les années 1960, où est-ce que, habituellement, vers 17-18 ans, si t'es vu en compagnie de quelqu'un, la société s'attend à ce que vous vous mariez. Vous étiez un couple affiché. Vous étiez un couple. Alors, ce que les jeunes amoureux faisaient, c'est qu'ils allaient se cacher proche des lacs ou dans des petits rangs. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le Zodiac Killer les trouvait parce qu'ils étaient déjà cachés dans le fin fond de la forêt. Puis, dans le fond, en Californie, il y avait vraiment des endroits connus où est-ce que les amoureux se rejoignaient à ces endroits-là. Les fameuses randonnées de chars, là. Oui. De voitures. Ben oui, d'accord. Dans chacune des villes, il y a un ou deux coins que c'est connu par les locaux, où est-ce que tu sais que c'est le spot où est-ce que les gens se rencontrent. Et lui, ils attendaient qu'ils arrivent. Oh mon Dieu. T'imagines-tu? Puis en plus, ça lui faisait 2 victimes à la fois. Deux pour le prix d'un. Deux pour le prix d'un. C'est super. C'est dégueulasse. Je l'ai dit, j'aurais me voyons. Mais c'est vrai. Oui. Ça me répugne. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que là, bon, tu te doutes bien qu'une enquête a commencé. Mais en fait, la police n'a pas eu besoin de le chercher. Parce qu'en fait, c'est lui qui s'est mis à faire un jeu avec ça. Et où est-ce qu'il écrivait? Il écrivait aux journalistes. Là, ça me dit de quoi? Oui, oui, ça dit quelque chose? Là, oui. Mais parce que c'est quand même très connu, le Zodiac Killer. Le nom, je le reconnaissais, je t'avoue. Mais on dirait que l'histoire comme telle, je suis comme... non, mais là, tu me dis qu'il écrivait aux journalistes. Ouais. J'ai hâte de devoir continuer, mais là, on dirait que ça me revient, là, des petits bouts, là. Donc, il écrivait des lettres et... plus que ça, en fait, c'est qu'il joignait à ces lettres des cryptogrammes. Donc, c'était des lignes et des rangées de symboles. Et lui, dans le fond, il voulait vraiment que toute la population sache qu'il était en train de faire son grand jeu. T'imagines-tu? Ça te demande un esprit assez tordu. Mais brillant en même temps. Oui, effectivement. Parce que ces cryptogrammes-là, je vais en reparler, là, mais ils n'ont pas été déchiffrés. Là. Quelques-uns, oui, mais pas tous. Oh mon Dieu. Oui. OK. Et là, ce que lui demandait, il disait si vous voulez pas que je tue quelqu'un en fin de semaine, vous devez publier mon cryptogramme à la une de votre journal et annoncer à toute la population, dans le fond, que j'existe. Et faire un jeu, justement, où est-ce que la population doive se prêter au jeu et essayer de décrypter. Oh mon Dieu, c'est comme une forme de chantage où est-ce que là, t'es comme pogné un peu au pied du mur, là?
Ouais. Je m'imagine en tout cas à la place du truc de journaux, puis je me dirais comme... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que si on publie, on met un comté au complet en panique, mais si on publie pas, y a-t-il des gens qui vont mourir juste parce qu'on n'a pas publié? Dilemme. Donc là, c'était un peu la relation tueur et journaliste. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas vraiment eu de relation policier et tueur dans cette enquête-là. En fait, les policiers ne le prenaient pas au sérieux. On dirait que ça arrive tout le temps, ça. Pour vrai, je comprends pas. Des policiers qui nous écoutent, écrivez-nous. Écrivez-nous, qu'est-ce que tu veux qu'on On veut savoir pourquoi. Et ensuite, en fait, pour faire suite à ce que je viens de dire, c'est que là, je t'amène à la fiche le profil psychologique. Ah, ça, c'est ma partie préf. Tu commences fort. Ah ouais? Ok, en plus, j'ai pas grand-chose à dire. C'est assez simple, mais quand je te disais, dans le fond, que les policiers ne le prenaient pas au sérieux, c'est qu'en fait, eux, ils ont déduit que s'ils tuaient des jeunes couples d'amoureux, c'est qu'ils voulaient tuer le symbole de l'amour. Et qu'il devait, dans le fond, provenir d'une famille où il n'avait jamais été aimé. C'était peut-être un homme qui avait de la difficulté à rentrer en relation avec des femmes. Ça, c'est sûr. Il y avait beaucoup de fautes dans ses lettres aussi, donc ils ont déduit qu'il était peu scolarisé. Ils ont dit aussi qu'il était probablement laid. Donc, tout ça, ça a été un peu le profil qu'ils ont fait. Et c'est un profil qu'ils ont divulgué. Donc, lui qui voulait être craint, là, en fait, il a fait rire de lui. Ah, clairement, hein? Oui, parce que soudainement, ces trophées de meurtre sont devenus seulement comme des pulsions réfrénées. C'est comme ça qu'on le dépeint, en fait, dans les médias. OK, fait que là, il a mal réagi à ça, tu vas me dire? Là, il a mal réagi. Et il a dit, je vais mettre des bombes dans les bus scolaires. Et super. Je vais les faire sauter. Et là, c'est là qu'un peu... il y a eu un tournant, dans le fond, qui s'est pris à partir de là, parce qu'en fait, là, plus personne ne le comprenait. Parce qu'on l'avait vraiment profilé comme étant le tueur en série, tu sais, qui va tuer l'amour, justement, puis que sa cible, c'était vraiment les jeunes amoureux. Et là, soudainement, il parlait de tuer des enfants. Fait que là, ça brouillait un peu les cartes. Puis à partir de là, on dirait que l'enquête a été décousue du début à la fin. OK. Et ensuite... Puis là, je veux pas te devancer ce que tu vas me dire, puis ça, je m'en rappelle pas, mais... Est-ce qu'on sait c'est qui? Oui pis non. Fait qu'on n'est pas capable de... Je te dirai pas non plus, parce que là, on veut garder un petit peu de surprise. Je comprends, mais là, dans le fond, ce que... Mais l'enquête est encore ouverte à ce jour. C'est terrible. mais on le sait, là. On le sait c'est qui, là. OK, fait qu'on peut se douter que la fiche que tu viens de me faire sur son portrait, il y a vraiment des éléments de vrai là-dedans, là. Oui. OK. Quand même. OK, je te laisse poursuivre. En fait, ce que je voulais finir en disant que les cryptogrammes nous ont appris deux choses, parce qu'il y a une partie des cryptogrammes qui ont été décryptés et une autre partie que non. Mais en fait, c'est que dans la partie qui a été résolue, ça disait « Quand ils le déchiffreront, ils mourront », parce qu'il avait mis son nom dans le cryptogramme, mais ça, c'est dans la partie qui n'a jamais été résolue. Incroyable! Oh mon Dieu! C'est fou, là! OK, puis à ce moment-là, est-ce que le zodiaque, son nom vient du fait, justement, qu'il cryptait, ou ça n'a pas de lien... Non, les signes... Non, c'est les signes du zodiaque. C'est pas des codes. On n'a jamais su pourquoi il s'était donné ce nom-là, mais c'est lui-même qui s'est donné ce nom-là, parce qu'au début, les médias l'appelaient le Cypher Killer, parce que Cypher, c'est des cryptogrammes. OK. Puis, à un moment donné, il a écrit aux journaux, puis il a dit, genre, ici, le Zodiac Killer. Fait que c'est lui-même qui s'est nommé. Mais il se prenait pas pour une merde, quand même. Pas pour un 7-Up flat, là. C'est encore mieux, ça! OK. Hey, ça n'a pas de bon sens. OK. Mais je vais te lâcher la bombe, c'est que je te disais que le cryptogramme nous avait appris deux choses. Je t'ai dit la première. Oui. La deuxième, c'est qu'il expliquait pourquoi il faisait ça. Et il a dit... ça ne me dérange pas si vous me trouvez, parce que de toute façon, quand je vais aller au paradis, c'est moi qui aura le plus d'esclaves parce que je suis en train de les collecter. Ah, mais voyons. On est bouche bée après ça. On dirait que... Mais est-ce qu'on sait c'est qui l'a décrypté?
C'est un couple d'ingénieurs, je pense, que vraiment... Du public, là. Oui, là, ils ont eu le journal, là, ils avaient publié le cryptogramme en première page et ils se sont mis à obséder là-dessus. Là. On dirait que, tu sais, je projette, là, mais je nous imagine, puis tu me dis comme Audrey-Anne et Cindy décodent, parviennent à ce message, puis je te dis, je pense que je déposerais mon crayon et je serais là, ben voyons. mais comme... Par connaissance. Ben oui, là, parce qu'on sait qu'on est un petit peu, hein? Trop sale. C'est ça, exactement, mais comme, c'était peurant, là. Il est comme dans un délire, à quelque part, là, voyons. Ah, c'est fou. OK. Ça en dit long quand même. Là, je vais arrêter mon histoire ici parce que honnêtement, j'ai l'air d'en avoir parlé beaucoup, là, mais j'ai vraiment fait une mise en contexte sur le début de l'enquête et sur son modus operandi, mais il y a tellement de trucs qui se sont imbriqués dans cette histoire-là que vous allez avoir des surprises en masse. Oui. Puis ce que je trouve vraiment le fun, en fait, c'est qu'il y a un livre que je suis en train de lire, je l'ai pas terminé par contre, c'est L'affaire du Zodiaque. Et je te dirais que c'est vraiment un bon livre, mais il ne se suffit pas à lui-même. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je te disais tantôt qu'on n'a pas vraiment le ressenti des policiers par rapport à cette enquête-là. Et c'est aussi le fait dans le livre. Où est-ce qu'on a le ressenti, en fait, d'un ingénieur en 2021 qui a, lui, réussi à décrypter une partie du code. Et on le voit, lui, dans sa vie en 2021. Là. On n'est vraiment pas comme en 1969. Là. OK, c'est pas un rapport d'enquête. C'est pas un rapport d'enquête. OK, je comprends. Fait qu'il y a la moitié, en fait, du livre qui se concentre sur lui, justement, il y a quelques années. Et il y a aussi l'autre moitié du livre qui est en 1970, mais qui est vraiment vu, en fait, par les yeux de la population. Fait qu'il se met dans la peau de monsieur, madame, tout le monde, comment ils ont réagi quand il a annoncé, en fait, qu'il allait sauter les autobus scolaires. Oui. Fait qu'on a un peu comme un aperçu du climat qu'il y avait en Californie. De terreur. Ouais. Mais, tu sais, ça, mettons, c'est effrayant. Mais on n'a pas de détails, là. OK. Et là, moi, je suis venue compléter avec le documentaire sur Netflix. Ici, le Zodiac, c'est This is the Zodiac Speaking. OK. Qui est tellement intéressant, mais encore une fois, là, on n'a pas le ressenti des policiers. Je vous dis, là, ils sont pas là. Ils sont pas là de toute l'histoire, là. Mais ils étaient peut-être vraiment pas là, en fait. Ben, c'est ça que je me demande. En tout cas, je suppose. Mais clairement, là, les journaux étaient la source centrale dans toute cette affaire-là. OK. Et en fait, dans le documentaire, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a le ressenti de la famille. Parce que là, je vous dis qu'on n'est pas sûr de savoir c'est qui, mais tu sais, l'affaire est ouverte, mais on sait c'est qui, là. Ah, mais on dirait que c'est pire, ça. Oui. Parce que dans le fond, c'est qu'il n'a pas été condamné, c'est ça que tu me dis? Non. Ah, mais c'est ça. Oh mon Dieu. Ouf, terrible. Ouais. Oui, OK. Et c'est que lui, c'était un beau-père, en fait, parce qu'il était marié à une femme qui avait déjà 3 enfants. Ouais. Et on a, en fait, les interviews avec ces 3 enfants-là qui parlent de toute leur jeunesse avec ce monsieur-là. Donc, ils ont vraiment du détail, là. Ils ont vraiment aussi leur ressenti de eux, à quel point ils aimaient leur beau-père, que c'était vraiment comme une figure paternelle pour eux. C'est triste. Puis là, à quel point ils ont tous cheminé là-dedans, qu'ils ont commencé à avoir des doutes, mais tous aussi à des rythmes différents. Parce que c'est 2 frères et une sœur. OK. Certains étaient plus proches de lui que d'autres. Honnêtement, là, c'est un documentaire de 3 épisodes. C'est vraiment pas long, là, mais c'est excellent. Excellent. OK. Ouais. Puis, en fait, c'est que, est-ce qu'on sait, tu sais, mettons, par rapport à cet homme-là, à l'époque, en fait, comment qu'on a fait pour savoir que, ben là, je veux pas, non, dans le fond, non. Dans le fond, tu iras le regarder. Ouais, c'est ça, ça répond à ma question. Ah, tu me donnes l'eau à la bouche! Mais ce qui est vraiment intéressant, par exemple, c'est que même, je sais quelle question que tu allais me poser, là, comment on a fait pour savoir que ça allait être lui, genre. Puis j'ai même pas de réponse claire à te donner, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'était le suspect numéro 1 de l'histoire, mais c'est tellement spécial parce qu'il était tout le temps là, mais il était jamais le suspect, genre. Fait que tu te dis, c'est terrible. Il a échappé au filet toutes ces fois. Là, je vous laisse le mystère de comment, où, puis pourquoi, là. Oui. Mais ça, c'est pire. Mais c'est parce qu'on dirait, puis encore là, je me reporte à comme, mettons, je suis lui, là. Ouais. T'imagines-tu le sentiment de savoir que t'es capable de te faufiler de même, fois après fois, ça doit venir avec une espèce de stress, mais j'imagine, là, je le ferai jamais, la gang, promis, mais comme, on dirait que
Je m'imagine, puis je me dis l'espèce de sentiment de satisfaction que je vais ressentir de je suis tellement plus intelligent que si je suis capable de me faufiler. Oh my Puis plus God. que tu te faufiles, plus que tu prends confiance, Mais c'est et ça. plus que tu es à l'aise, plus que tu commets des erreurs. Il y a aussi cette spirale-là qui est très présente dans ce cas. C'est terrible. Hey, j'ai réussi! Oui! Hey, j'étais podcasteuse true crime! Écoute, je vais faire un semblant pour être sûre que comme je ne brise pas les oreilles de personne, mais je t'applaudis, ma chum, c'est réussi. Je dis, là, je t'aurais écouté pendant 1 heure. Ben là, Ah oui, me parler on va de ça. commencer ça d'abord. Oui, j'adore! Mais honnêtement, on dirait que, surtout en plus quand on donne des noms à des criminels justement, là, qui commettent des trucs, je suis comme, mais à quel point c'est déconnecté, ou en tout cas, il y a quelque chose, une espèce de relation aussi un peu malsaine qu'on a avec ces individus-là, où est-ce que, bon, on aime bien en parler, là, mais on dirait que tout vraiment ça, la là... personnification du mal. Là, Vraiment? C'est tellement pas proche de nous. Non, c'est ça. Fait qu'on dirait que quand tu me racontes... Ben, toi, oui, là, mais tu sais, quand on me raconte des histoires comme ça, on dirait que je peux pas m'empêcher d'avoir une espèce de frisson puis de vouloir regarder en arrière de mon épaule. Je me dis, c'est terrible. Ouf! Ouais. Mais on dirait que moi, je pense aussi à souvent quand les tueurs en série sont incarcérés, puis que là, t'as comme des centaines de filles qui leur écrivent genre des lettres Ah, non, mais d'adoration. Moi, ça me tue. Je suis comme... ça va pas, là. Comme tu peux avoir une certaine curiosité, Ouais. là, Ouais. mais calme-toi. Ouais. On n'est pas dans cette fanbase-là, je pense. Non. J'espère. Moi, dans le fond, je voulais t'avouer un secret inavouable, mais... non, pas possible. Mais c'est vrai, le pire. Ah, c'est fou, ouais. J'aimais bien aussi, quand j'étais vraiment plus jeune, dans une autre vie, la gang, je pensais que j'allais devenir criminologue parce que... Pour vrai? Oui, parce que Je moi, savais pas. j'écoutais du CSI, Miami, New York, puis je m'étais dit, bon, ben ça y est, c'est vraiment ma vocation. Jusqu'à temps que je me rende compte que quel est le travail d'un criminologue, c'est vraiment pas fait pour moi, là, vraiment pas. Mais dans ce temps-là, je lisais beaucoup de livres où est-ce que c'était genre entretien avec telle personne ou dialogue avec tel tueur, blablabla. Puis comme, on dirait que c'est sombre quand même, tout ce qui vient autour de ça. Je tripais solide. Ah, mais on dirait que tu me parles de tout ça puis de ton enfance avec CSI puis tout ça, puis je me dis mais j'étais tellement loin de ça, genre mon seul souvenir d'un true crime quand j'étais jeune, c'était comme à Canal D, là, un tueur si proche. Ah oui, c'est tellement bon. Puis je me rappelle juste que je trouvais ça genre tellement pas drôle là, mais je trouve, tu sais, dans le fond je voyais juste les bouts où est-ce que t'avais dans le fond la personne qui témoignait là. Ah oui, mais oui, dans le fond c'était juste un découpé noir, puis elle avait une voix de robot parce qu'elle voulait pas se faire reconnaître, puis j'étais comme c'est naze. Hey, non, moi, pour vrai, je me rappelle, je finissais de terminer l'école, puis je m'en venais chez nous, puis avant le souper, souvent, c'était cette émission-là qui jouait, et je l'écoutais religieusement. Moi, dans ma tête, là, bon, j'étais prête. Ok, tu te préparais pour ta carrière, là. Ah, mais vraiment, à un point, ok, je l'avoue, mais comme c'est très gênant, mais je l'avoue. Vas-y. Il fut un temps, on se recule quand même de plusieurs années, où est-ce que j'en écoutais vraiment beaucoup. Ça part de loin mon affaire, mais c'est malsain quand même à quelque part parce que ça me fait peur. Tu sais, au final, c'est pas... mais peut-être que tu voulais t'exposer à ta peur et la combattre. Je sais pas. C'est de la curiosité malsaine à quelque part. Mais je me rappelle que on dirait que tout ça, là, il y a un tueur si proche, les entretiens de ci, les dialogues de ça. J'avais écouté un documentaire aussi il y a vraiment longtemps. Là, justement, je devais avoir à peu près 13-14 ans avec Charles Manson et autres, que je m'étais dit comme, si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Genre, si ça t'arrive que je te fais kidnapper. Ah oui, ou que genre j'ai un voisin fou qui décide de comme venir, tu sais, c'est ça, cogner à la maison et tout, que là je m'étais dit, je vais lister tous les endroits potentiels où est-ce que je peux être. Fait comme ça, si on me cherche, ben dans mon ordinateur, sous l'onglet genre recherche, on va être capable de me dire où je suis. T'avais laissé des indices derrière ta fausse disparition, là. Oui, je m'étais mis en scène. Et là, je disais, bon, mais dans la vie, qu'est-ce que je porte le plus souvent? Donc là, j'avais listé. Fait que là, j'étais comme, je pourrais porter sûrement un jeans, blablabla. Je pourrais sûrement porter mon manteau mauve, blablabla. Tu sais, j'avais vraiment listé tout ça, là, en me disant comme, mais c'est sûr que ça va aider les enquêteurs, tu comprends? À quel point? Mais ça paraît que ta peur était plus grande que ton désir d'être criminologue parce que tu t'imaginais pas attraper le tueur en série, là, tu t'imaginais être la victime. C'est bon! C'est terrible! Je ris, mais c'est pas drôle! Mais comme, oui, c'était
c'était pas sain, là. C'était pas sain. Ouais, à un point où est-ce que... c'est ça, j'ai plus ça, là, mais je me demande même si j'avais pas écrit un espèce d'adieu. Du genre, comme, je laisse mes livres à ma mère, genre brouillon d'un testament, là. Oui, genre, je vous aime beaucoup. Hey, non, c'est terrible, terrible, mais oui, j'ai ça quand même dans ma carrière de podcaster. C'est incroyable. C'est gênant, hein? Quand même. Je pense qu'on peut dire que t'es intense. Tu peux plus me dire le contraire, là. Est-ce que c'est dans le positif du terme cette fois? Oui. C'est bon. Oh, mais ouais, c'est ça. Ça fait partie j'adore. De mon passé. Voilà. Excellent. Est-ce qu'on y allait avec notre lecture commune qu'on a faite l'an passé? Oui. Savoureuse, ouais, hein, on voulait faire une petite mention spéciale à un livre de True Crime, en fait, qu'on a lu l'an passé. Vraiment. Et on a vraiment adoré notre expérience. Vraiment. Donc, encore une fois, nous sommes des podcasteuses et nous vous suggérons fortement ce True Crime. Sauf que ça fait un petit bout qu'on l'a lu, par contre. Fait qu'on va vraiment y aller juste dans les grandes lignes et vous dire... C'est ce qu'on veut, quand même. Oui. Vous laisser le plaisir de le découvrir. Exactement. Donc, c'est American Predator. J'ai oublié l'auteur. De Maureen Callahan, qui est une journaliste aussi. Qui est publiée chez les éditions 10-18. Oui, 18. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Oui. Mais qui n'est pas, par exemple, dans la collection de True Crime. Là. C'est vraiment un livre à part. Exact. Nous, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, je me rappelle que je l'avais vraiment passé beaucoup sur les réseaux au moment où est-ce qu'on voulait lire, surtout avec Aude. À la limite, on te mettra quelque part. Oui, mais où est-ce que, justement, elle disait que c'était l'un des meilleurs, un peu style documentaire. Ouais, un peu. C'est ça, un true crime là, qu'elle avait lu. Et honnêtement, je pense que ça nous a donné la piqûre. Ben oui, parce qu'au-delà, mettons, de l'histoire et du true crime, là, si je parle vraiment du livre en tant que tel, du récit, là, c'est qu'on se rapproche tellement d'une structure de fiction que même pour quelqu'un qui est pas du tout habitué d'en lire, tu sais, je dirais, là, c'est un bon premier true crime. Là. Ah, absolument. Ouais, on commence par là, si jamais on en a pas lu. Absolument, puis même si on en a lu plusieurs, c'est tellement un format agréable, je veux dire... Tout est là pour le rendre addictif. Je me rappelle, les chapitres sont courts, l'enquête est vraiment intéressante. On a accès aussi à des interrogatoires qui sont, bon, évidemment, comme reformulés, on s'entend, mais ça reste que c'est super intéressant avec le juge. En tout cas, là, on va détailler un peu l'histoire comme telle, mais il y a vraiment un contenu qui est intéressant pour les fans. Là. Mais justement, ça aurait tellement pu être froid. Tu sais, ça aurait pu être des extraits de verbatim avec des dates puis des suites de l'enquête. Mais tellement pas, on est vraiment dans la tête d'un des enquêteurs. Puis je pense qu'il a vraiment participé à l'écriture, en fait, de ce livre-là. Puis, tu sais, justement, les verbatims sont plutôt faits sous forme de dialogue. Fait qu'on se rapproche d'une structure de fiction. Vraiment. Puis en même temps, il y a comme l'espèce d'effet choc aussi de se dire, ben tout ça est vrai. Tu sais, il y a comme une espèce de jeu du chat de la souris aussi, là, relié à cette enquête-là, où est-ce que tu dis, mais coudonc, tu sais, il s'en serait fallu de peu pour manquer comme tout ça, puis finalement, c'est comme un concours de circonstances qu'on dirait que tout ça devient encore plus tangible quand les indices viennent à se dévoiler, parce qu'on a quand même accès à une partie de l'enquête. Ah, c'est vraiment chouette comme roman. Puis je lisais que c'est un des tueurs en série, parce que ça se porte sur un tueur en série. Oui. C'est un des tueurs en série qui a commis, en fait, qui a eu le plus de victimes, mais qui est le moins connu. Oui, parce que ces victimes sont d'états différents. Donc, c'est quelqu'un qui s'est quand même beaucoup promené, de mémoire. Oui, puis il avait comme sa carte, demandé aussi à ne pas être publié dans les médias. Fait que c'est comme on a comme l'impression de lire quelque chose d'inédit, là. Ouais. Absolument. Fait qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse un espèce de petit portrait ou on laisse le choix de découvrir... Ben, juste dans les grandes lignes, peut-être ça se passe en 2012 que j'avais vu en Alaska. Et c'est notre terrain de prédilection. Et justement, il fait toujours noir dans ce récit. Et c'est un tueur, en fait, qui a commencé bien avant 2012, mais c'est à ce moment-là, en fait, que tout a commencé à dérailler. Et en fait, c'est un livre qu'on lit pratiquement à l'envers. On commence en 2012 par le moment où il s'est fait prendre, en fait. Et ensuite de ça, on recule dans le temps pour voir tout ce qui s'est passé avant. Parce que, comme on disait tantôt, vu que c'est un peu l'esprit du chat de la souris, c'est que
il y a comme un événement au début de l'histoire qui nous permet de déjà un peu savoir de qui il s'agit parce qu'il il a laissé des traces, chose qu'il n'avait comme pas fait avant de par des vidéos, si je me rappelle bien, de surveillance. Oui. Puis, à la suite de ça, mais c'est comme à partir de là qu'ils ont été capables de le répertorier sur diverses affaires différentes parce que lui, il a accepté de parler sous certaines conditions aussi de ces choses-là. Mais je veux dire, il passait d'un état à l'autre sans difficulté. Là, ce monsieur, je veux dire, les enquêteurs qui étaient en charge de l'affaire devaient se passer le dossier parce qu'ils n'étaient pas capables, en fait, d'avoir comme un référent direct. Mais les freins, justement, entre les systèmes des différents États faisaient en sorte que, en fait, le tueur était plus rapide que le système, ce qui a fait en sorte qu'il a échappé souvent à se faire prendre. Ouais. Puis je dirais aussi que je pense qu'il n'y avait pas de profil cible, en fait. Non, effectivement. Il tuait un peu n'importe qui. Il suffisait que ce soit assez sombre pour qu'elle puisse comme aller de l'avant. Je pense que c'était aussi un tueur d'opportunité. Oui. Donc, je pense qu'il y avait de ça aussi là, qui venait comme jouer. Là. Mais non, je pense que pour le reste... ça sera comme à découvrir. Ce qui était le fun aussi avec ça, puis là, on dirait que c'est parce qu'on en parle que ça me revient, mais le fait qu'on retourne aussi dans le passé, c'est qu'on vient aussi à comprendre un peu, oui, son modus operandi, mais... Son absence de modus operandi. Oui, mais il y en avait quand même un, tu sais, il y avait quand même quelque chose qui revenait là, dans ses méthodes de faire disparaître un peu là, l'état de son crime, mettons, là, disons-le comme ça. Mais ce que j'avais vraiment aimé, c'était aussi le fait qu'on ne tente pas de justifier les raisons pour lesquelles il agissait ainsi, mais on nous présentait quand même un portrait assez complet de comment il a pu se rendre du petit garçon qu'il est à l'homme que nous, on a connu là, de par la justice. Puis toute cette espèce de gradation-là aussi qu'il y a eu dans ses méfaits qui ont été le résultat du crime total, là, qui est comme le meurtre. Mais on dirait que ce recul-là nous permettait, en tout cas moi, ça me donnait vraiment la frousse de par les interrogatoires, de voir que, OK, non, mais je veux dire, il a commencé il y a longtemps, que ce soit par le feu, par le vol, que ce soit par le fait, justement, qu'il était un peu un stalker aussi durant quelques années, qu'il l'a comme, aidé à commettre ses crimes. On dirait que tout ça, je me dis, non, mais il y a une gradation, puis tout ça, on l'a manqué à chaque fois. C'est quelque chose. Oui, puis on dirait que plus que tu parles, plus que ça me rappelle des souvenirs, en fait. Il y a aussi quelque chose par rapport à la strangulation, il y a aussi une rançon. Parce qu'on nomme plein d'éléments comme ça, là, mais c'est tellement imbriqué de façon terrifiante. Ouais, je pense qu'on va arrêter là dans les détails. Ben oui, puis de toute façon, tu sais, là, on nomme pas le nom du tueur, juste pour laisser le plaisir, parce que quand même, comme on se disait, là, il y a un petit chat-souris où est-ce qu'il y a une espèce de petite poursuite là, à travers certains indices, fait qu'on vous laissera la chance de découvrir le tout. Mais ça vaut la peine, cette histoire. Vraiment. Pour un premier essai dans le true crime, il est pas très volumineux. Je dirais peut-être un 300 quelques pages. Ouais, un petit peu plus que 300, t'as raison. Mais ça se lit bien, pour vrai, là, faut pas avoir peur, là. Non, il y a beaucoup de personnages, par exemple, mais je tiens à mentionner. Fait que laissez-vous peut-être un 50 pages pour bien vous habituer à démêler qui est qui. Mais un coup qu'on a notre équipe d'inspecteurs, enquêteurs, juges, etc., on reste avec ces personnes-là. Ça se fait bien pour ça. Ouais, ça se fait bien. Bon, ben super. Fait que gardez ça en note. On dirait que le fait d'en parler, ça me donne envie d'y relire. C'est pas drôle. En plus, on dirait qu'on a la journée parfaite. C'est comme brumeux, pluvieux, puis on se fait peur. C'est le temps des parfaits crimes en ce moment. C'est ça qui arrive. Ça me donne envie d'en découvrir d'autres. Parfait. Fait que je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on avait un épisode... Une petite jasette. Oui, de True Crime. Je pense que ça faisait bien le tour. Tu veux-tu qu'on se fasse quand même un petit segment de « Qu'est-ce que tu lis? » Honnêtement, je lis rien. Je pensais à ça tantôt. Ça fait 2 jours que j'ai pas de lecture en cours. Non. Ouais. Même pas de choses sur Kindle. Rien, là. Rien. Ben voyons. Rien. Ben en fait, c'est même pas sur Kindle, je peux le mentionner, mais ça, j'aimerais peut-être en faire un épisode un jour, fait que je donnerai pas plus de détails, mais je lis une fanfiction. Ah non, mais là, ça, c'est un autre univers, C'est un autre univers! Ah, ben là, on était dans l'univers du true crime. Ouais. À un moment donné, qui sait? Ouais, mais là, il va falloir que je tente mes champs, parce que là, je viens de plonger dans le monde de la fanfiction. Et je suis vraiment spécifiquement dans Harry Potter. Fait que, tu sais, j'aurais pas grand-chose à dire de plus par rapport à tout ce qui est canon, fandom, etc. Là, il y a beaucoup de thèmes que je comprends pas encore, mais je suis en train de découvrir ça. Et pour la fan de nostalgie en moi, vraiment servi.
Ah ouais, vraiment servi. Mais là, puis là, on se penchera là-dessus plus tard, là, mais juste par curiosité, est-ce que c'est celui-là qu'on a vu passer, il me semble, dernièrement, là, ou est-ce que c'est comme un peu les 10 choses que je déteste de toi, ou je sais pas quoi, là, un vieux film avec Heath Ledger, puis je sais pas qui, que là, on dirait qu'ils en ont fait un... Non, c'est pas ouais, ça. je sais exactement de quoi tu parles. Okay. Mais non, moi, celui que je suis en train de lire, c'est Secrets and Masks. Par Emerald Slytherin, je pense, qui est son nom d'autrice. Okay. Ouais, c'est ça, là. Et ça me dit rien, tu m'en as jamais parlé. Non, c'est vrai, je t'en ai pas parlé. Non. Mais là, comme petite anecdote, là, ça a vraiment pas rapport avec le contenu du livre, mais tu sais, je lis cette fanfiction depuis un bon mois, là. Mais tu sais, je la lis en lecture secondaire, le soir, quelques pages par-ci, par-là, dans les transports, tu sais, ce genre de situation-là. Mais ça fait quand même un mois, là, que je lis ça. Puis là, j'étais comme, là, je suis juste rendue à 27%. C'est long, comment cette affaire-là? Là? Ouais, puis là, j'ai été voir le nombre de mots et j'ai comparé avec, tu sais, des livres papier que j'ai. Oui. Et ça... Qu'est-ce que tu vas me dire? Imagine-toi, Crescent City 1. Non. Crescent City 2. Non. La moitié de Crescent City 3. Tout ça, là, c'est ma fanfiction. Fait que je suis pas sortie du bois. Ah non, mais t'en as pour un an? Non, déjà pas, là. Ben non, mais voyons, mais c'est long, là. C'est long, là. Ouais. Ben écoute, on va s'en reparler. On s'en reparle. On dit dans un an, mais à Noël, genre. Non, c'est ça. Fait que c'est une fanfiction de Harry Potter qui se passe 8 ans après la guerre finale. On les aime. Mm-hmm. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est que Drago Malfoy a un dragon. Moi, je suis vraiment conquise, là. Ça m'en prenait pas plus. J'adore! Pour vrai, on dirait que comme notre fanfiction, faut qu'elle vienne avec Drago. On a comme pas le choix. J'adore. Mais je serais vraiment ouverte à lire les 4 maraudeurs. Ah oui, c'est sûr, ça serait bon, ça. Ça, j'aimerais ça. Ah, tellement. Ouais, il faut vraiment que j'explore. Ben on en reparlera. Oui. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais t'étais en train, on peut même continuer une petite parenthèse 2 secondes, là, t'étais en train de lire Manacled. Ouais. Est-ce que c'est un projet fini? Est-ce que c'est en pause? C'est parce que moi, je suis pas capable de lire 2 choses en même temps. C'est ça l'affaire. Ouais. Fait que là, oui, je veux lire comme la suite. Ben, parce que là, c'est comme des divisions là, que j'avais. Il y a 3 grandes parties. Ouais, exact. Fait que là, je serais rendue à la 2e. Mais c'est que c'est quand même lourd. Là. On s'entend au niveau de l'univers, c'est très, très sombre et très, très violent. Là, on va se le dire. 800 pages de ça, tu tombes en dépression après. Ah, quand même, oui, quand même. C'est ce qui m'est arrivé avec la première partie. Ouais. Fait que deuxième partie... faudrait, là, parce que je pense qu'ils seront plus mis en français ou je sais pas quoi, là, prochainement, là. Ben, en fait, je peux même faire un message à tous. Manacled n'est plus disponible en ligne. Bon, elle me dit ça. Mais écrivez-nous au courriel qui est en description, puis j'ai tous les fichiers français-anglais, je vais vous les envoyer, ça me fait plaisir. Il faut partager la bonne nouvelle. Fait que garde ça précieusement, parce que c'est elle, effectivement, là, qui me les avait transmis, mais... Non, partie 2, oui, prochainement. Là. Je sais que toi, t'avais trippé vraiment, vraiment beaucoup. Mais je voulais juste savoir si c'était derrière toi, dans le fond, aussi. Non. Ça me suit quelque part, à travers les branches. Là. Je le sens que ça s'en vient, mais... Je comprends. Ouais, petite chose. Surtout que là, avec le temps festif qui s'en vient, c'est peut-être pas le temps de lire Manacled. C'est peut-être plus quelque chose du mois de février. Genre. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon. Toi, qu'est-ce que tu lis? Je te dirais que c'est assez tranquille. Je suis comme dans un entre-deux livres. Fait que là, en ce moment, ben là, c'est parce qu'on dirait qu'on est comme là-dedans en plus. Mais c'est un livre audio de True Crime que je suis en train de lire, de consommer, qui s'appelle Blackbird de James Keen, qui est vraiment, vraiment excellent, mais qui a aussi une certaine part de tristesse. Fait que j'ai hâte de voir. Il me reste à peu près 1h15 là, d'audio à consommer avant la fin. Est-ce que c'est un livre qui est disponible papier ou seulement audio? Non, papier aussi, mais c'est juste qu'à la bibliothèque, c'était vraiment long de l'avoir, puis j'avais pas envie d'attendre. Fait que je l'ai pris en audio à la place. Puis, mais c'est ça, c'est vraiment bon. En fait, c'est... en tout cas, ce que j'aimais de celui-là, puis c'est ce qui m'interpellait, c'est que le true crime, on le consomme d'une manière où est-ce que c'est un détenu qui nous raconte l'histoire de son point de vue quand lui est en train de purger sa peine pour trafic de drogue, de stupéfiants. Puis, il a été mandaté par le FBI en Illinois, dans le fond, pour réduire sa peine s'il était capable d'obtenir des aveux d'un autre détenu qui n'a pas été en mesure, lors de son procès, de dire où il avait caché ses victimes et le nombre total aussi de victimes. Donc, en fait, c'est qu'on suit James King, donc lui qui a écrit le livre, du moment où est-ce qu'il a eu sa peine pour
vraiment sa sentence à lui. Donc, on a un peu accès là, à sa vie passée et tout. Mais vraiment, là, l'histoire se porte sur le moment où est-ce qu'il a été amené dans un hôpital pour personnes avec des troubles mentaux, en fait. OK. Puis, c'est à partir de là où est-ce qu'on suit un peu son infiltration, les rapports qu'il donnait à la police par le biais qu'il y avait comme une conjointe, non-conjointe qui venait lui rendre visite quelques fois par mois. Puis aussi de quelle manière il a été capable d'obtenir les aveux, puis de quelle manière il a été capable aussi de se mettre proche avec cette personne-là. Fait que l'espèce de conflit au niveau des valeurs, son espèce de relation aussi avec tout le milieu carcéral d'un point de vue, mais on sent aussi une grande détresse par rapport à des personnes qui sont vraiment en situation vulnérable. Là. On s'entend sur des crimes qu'ils auraient, oui, commis, mais il y en a pour qui c'était vraiment comme dû à on va dire des troubles mentaux, en fait. Ouais. Là. Donc, on dirait que tout ça ensemble, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Je trouve que comme c'est un livre, à la limite, qui mériterait d'être davantage connu, mais c'est triste. T'sais, on voit vraiment comme... C'est un grand besoin d'aide, puis je trouve que c'est ça, c'est très vulnérable aussi par rapport à la manière qu'il nous dit un peu ce qui se passe dans ces prisons cachées-là, à quelque part. Là. Donc, c'est vraiment bon, honnêtement. Mais, fait que c'est triste, mais avec beaucoup de résilience, j'imagine. Oui, mais en même temps, c'est difficile parce que d'un certain point de vue, c'est que tu comprends que ces personnes-là ont besoin de soutien, ont besoin aussi de soins, parce que c'est quand même des personnes qui sont hautement dangereuses, parce qu'elles ont tous commis des crimes. Mais en même temps, tu comprends, de par la manière que l'auteur nous explique de quelle façon ça se passe, que c'est aussi une punition. Puis, on dirait que cette espèce de punition-là, où est-ce que les choses se passent, je vais dire, dans l'hôpital, c'est que tu te dis, est-ce qu'on est vraiment là pour leur venir en aide ou on est là un peu pour les cacher de la société? C'est des personnes qui, souvent, n'ont pas beaucoup de moyens en termes de ressources financières, mais n'ont pas non plus de moyens dans le sens que c'est pas des personnes qui ont énormément d'éducation pour la majorité. Donc, je sais pas, il y a comme une espèce de petite sensibilité où est-ce que je me dis, si c'est vraiment comme ça que ça se passe dans des milieux carcéraux aux États-Unis, liés justement aux troubles de santé mentale, là on est dans les années 90, donc j'ose croire qu'il y a eu des petits changements, mais c'est ça, tu sais, on dirait que le rapport de force est un peu inégal, je trouve. Il y a des changements aussi qui rendent ça se passe sur plusieurs décennies, peut-être qu'il y a encore des restants de ça qui... En plus, exact, puis tu sais, c'est que d'un autre côté... C'est ça, c'est que c'est vraiment bon, mais d'un autre côté, la personne qu'on essaie d'obtenir des aveux, elle, on voit qu'elle joue un jeu. Donc, on dirait que de jouer cette carte-là, justement, de troubles de santé mentale, je me dis, mais c'est tellement pas pour aider les personnes qui en ont vraiment besoin, puis on voit que ça lui profite, entre guillemets, aussi à cette personne-là, qui a essayé de se camoufler dans le système pour éviter, justement, d'avoir une peine consécutive de genre 125 ans. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui rend le tout très, très poignant, mais j'adore, l'audio est vraiment, vraiment bien aussi, je veux dire, la personne qui nous lit le récit est vraiment, vraiment bonne, fait que tout ça fait en sorte que c'est une belle expérience. Fait que c'est un petit segment qu'est-ce qu'on lit, mais c'est aussi une recommandation True Crime. Hey, dans le fond, oui! Mais voilà, le thème. Dans le thème, assurément. Fait que sur ce, on boucle ça? Je pense qu'on est rendu là. Oui. Est-ce que tu veux nous faire le petit mot de la fin? Alors, merci évidemment d'avoir écouté notre épisode jusqu'à la fin. On se voulait, on va dire un peu téméraire. On avait envie, c'est ça. On avait envie d'essayer quelque chose de nouveau. Fait qu'on espère que le format vous a plu. Sinon, vous pouvez évidemment nous laisser toujours un petit commentaire sur nos plateformes de balado, que ce soit sur Apple ou sur Spotify. On vous répond de manière quotidienne. Votre petit 5 étoiles fait vraiment, vraiment la différence aussi. Donc, merci pour ça. Toujours apprécié. Sinon, sur YouTube, ça va être des commentaires, donc un peu plus... On a de la place pour en prendre, en fait. Oui, je sais pas comment le dire. Je pense qu'on espère avoir des commentaires sur des suggestions, peut-être, de livres, de podcasts, de documentaires. Là, on en a donné un petit peu. On aurait pu même en mettre plus, mais c'est ça, j'allais dire. On est comme restreint, finalement, dans le domaine du livre. Mais honnêtement, si vous avez podcasts et documentaires à nous conseiller, on est preneur. S'il y a des livres là-dedans que vous avez déjà lus ou qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Sinon, pour jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. Donc, de mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot.
Et de mon côté, on peut me retrouver avec Arrêt, la petite barre en bas littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!